Bonjour et bienvenue sur LCP. C'est l'heure du vote à l'Assemblée. L'hémicycle se prononce sur le futur énergétique de la France et il est très divisé. Il y a quelques jours, les députés ont voté un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque ainsi que la remise en route de Fessenheim, centrale à l'arrêt depuis 2020 et en cours de démantèlement. Résultat, le texte sur lequel l'Assemblée se prononce n'a plus rien à voir avec l'original de la proposition de loi. Place aux explications de vote tout de suite. Pour les explications de vote, la parole est à Monsieur Julien Brugerolles pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous arrivons au terme de l'examen d'un texte censé combler l'absence d'une loi de programmation énergie-climat jamais présentée depuis 2023. Les gouvernements successifs se sont en effet dérobés devant leurs responsabilités et ont refusé de fixer un cap stratégique clair, cap stratégique dont notre pays et les acteurs de l'énergie avaient pourtant besoin pour agir. Le Premier ministre s'est finalement résigné à mettre à l'ordre du jour la présente proposition de loi d'origine sénatoriale, tout en confirmant l'objectif d'une publication rapide de la programmation pluriannuelle de l'énergie par décret. Au terme de nos débats, tout porte à craindre qu'il ne sera pas réellement tenu compte de ce texte, puisque la fin de son parcours est plus qu'incertain. Votre tentative de rattrapage de façade ne trompe personne. Sans étude d'impact et travaux préparatoires, sans la définition des grandes trajectoires et prospectives énergétiques, sans visibilité sur les soutiens publics et budgétaires, les conditions n'étaient pas réunies pour que ce débat se hisse à la hauteur des enjeux. Nous avons malgré tout cherché pour notre part à ne pas rajouter à un texte à la portée incertaine des logiques d'affrontement qui nous paraissent dépassées, opposant notamment ceux qui défendraient la sortie du nucléaire et le 100% renouvelable d'un côté, à ceux qui s'acharneraient à miser sur le seul nucléaire en abandonnant toute perspective de développement des énergies renouvelables. Nous ne nous reconnaissons pas dans ces oppositions, surtout dans un contexte où les besoins en électricité ne feront que croître si l'on tient nos engagements climatiques. Et alors que toutes les filières industrielles concernées nécessitent une planification robuste et sans a priori technologique. Cette recherche d'équilibre, partagée par le travail du rapporteur que nous saluons, supposait aussi de ne pas sombrer dans une forme d'auberge espagnole énergétique où toutes les énergies auraient été déclinées sous l'angle d'un pourcentage de mix électrique à atteindre en 2030 ou en 2035. On sait par expérience que ce genre d'injonction n'est jamais tenu, d'autant plus au regard des incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur notre système énergétique. Nous savons aussi que nos concitoyens attendent pour leur part une énergie à des prix accessibles et des mesures d'accompagnement à la hauteur de leurs efforts dans la transition énergétique. Nous nous réjouissons donc de l'adoption de nos amendements destinés à garantir la maîtrise publique de l'énergie et favoriser la sortie du marché européen de l'énergie. Tout comme nous nous félicitons de l'adoption des amendements que nous avons proposés pour sanctuariser les moyens publics destinés à la rénovation énergétique des logements ou pour faire l'acquisition de véhicules propres, notamment dans les territoires ruraux où il ne peut exister d'alternative crédible à la voiture individuelle. Malheureusement, là aussi, les plus grandes incertitudes règnent sur le cap que souhaite prendre ce gouvernement, avec les suspensions de MaPrimeRénov' et les bricolages financiers incessants sur les aides publiques, comme c'est d'ailleurs le cas une nouvelle fois avec les certificats d'économie d'énergie pour l'achat des véhicules électriques. Nous nous réjouissons également du rétablissement en séance de l'article 3 relatif aux objectifs de politique énergétique liés à l'énergie nucléaire. Nous avons notamment insisté sur la nécessité de développer la recherche et nous situer enfin de manière volontariste dans la perspective de développement industriel des réacteurs électronucléaires de 4e génération. Cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans la transition et nous permettre de réduire durablement la charge des déchets et notre stock d'uranium appauvri. Investir dans cette technologie est selon nous indispensable. Mais nous avons aussi besoin de renforcer nos filières industrielles et notre production d'électricité renouvelable. Malheureusement, l'adoption d'un moratoire sur tout projet d'énergie renouvelable à l'initiative de la droite républicaine et avec le soutien du Rassemblement national est venue complètement déséquilibrer ce texte et créer beaucoup d'incertitudes. Nous le savons pourtant, nos objectifs de programmation énergétique dépendent aujourd'hui prioritairement de notre capacité à électrifier massivement les usages,
à anticiper les besoins en énergie liés à la nécessaire réindustrialisation du territoire, à réduire massivement nos émissions importées. Cela exige des investissements massifs qui ne sont pas aujourd'hui sur la table. Aussi, quel que soit le sort réservé au présent texte, il n'est que l'ombre d'un projet de loi de programmation, un nuage d'objectifs suspendus au grand vent contraire des injonctions budgétaires. L'urgence climatique nous presse pourtant d'agir avec détermination et cohérence, sans nous réfugier dans les postures, sans non plus croire que l'on réglera les problèmes au fil de l'eau, dans l'improvisation permanente et sans moyens à la hauteur. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine ne voteront pas ce texte. Je vous remercie, Monsieur Brugerol. Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Éric Michaud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous avons eu la chance, le gouvernement était prêt à faire passer une dépense de plusieurs centaines de milliards d'euros par décret en catimini, sans le moindre débat sur la programmation énergétique pour les prochaines années. Nous avons eu cette chance que ça ne se passe pas. Mais quelle arnaque! Mais quelle indignité! Vous transformez notre Assemblée en un théâtre d'ombre. Vous abîmez notre démocratie. Vous méprisez les Français, vous les abandonnez. Vous les fatiguez d'ailleurs. Vous instaurez le monde de la défiance. La défiance engendre la défiance. Et elle est le maire de tous les déclins. Et tout cela est organisé avec la complicité de l'extrême gauche et de leurs idiots utiles, les écolos. Ils nous expliquent que pour décarboner notre économie, il faut importer des panneaux photovoltaïques de Chine et des éoliennes chinoises. Ces matériels gorgés de PFAS et de terres rares qui exploitent des enfants dans les mines et qui arrivent par cargo. Les éoliennes enlaidissent nos paysages. Elles sont un danger pour notre biodiversité. Mais cela ne dérange pas les écolos de salon. Et pire, ces mâts de ferraille ont un coût de raccordement au réseau électrique de 130 milliards d'euros. La nature étant ce qu'elle est, nous ne maîtrisons pas les forces du vent. Mais bientôt, les écolos vont nous demander de subventionner des machines à souffler sur les éoliennes afin qu'ils puissent imaginer un nouveau vent. L'avantage des écolos, c'est qu'ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Face à votre dictature verte, l'union large des droites, et avec raison, a su se dresser pour dire non à l'éolien. Les Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de votre arnaque écologique. La rhétorique des bobos de boulevard sur la fermeture des centrales nucléaires en faveur des énergies renouvelables ne tient plus. Prenez l'exemple des Allemands. Ils ont arrêté le nucléaire pour lancer les éoliennes et maintenant ils ferment les parcs d'éoliens et réouvrent des centrales au charbon. Le clou du spectacle, c'est qu'on leur exporte notre énergie électrique pour 0 €. Et c'est le contribuable français qui paye. Alors que vous agissez en idéologue, nous agissons pour les Français. Ceux qui méprisent les gueux et que vous appelez les sans-dents. Ceux qui ont vu leur facture d'électricité doubler ces dernières années, et cela va continuer. Ils comprennent maintenant que c'est un nouvel impôt déguisé pour financer l'utopie des éoliennes. Le système est intrinsèquement mal foutu. On paie pour financer des énergies instables, alors même que nous n'utilisons que 60% des capacités de nos centrales nucléaires, d'après Madame Lauvergeon. Il faut redonner de véritables perspectives avec des prix stables pour l'électricité, une véritable vision à long terme, avec la fin du dogmatisme vert, avec la relance du nucléaire, avec la stabilité des prix de l'électricité pour rassurer les entreprises. C'est aussi cela que la droite élargie a voté pour la réouverture de Fessenheim, a voté pour un maintien de notre capacité de production d'énergie nucléaire à 63 gigawatts, a voté pour une capacité supplémentaire de 27 gigawatts, a voté pour la reconnaissance de la dimension stratégique du nucléaire dans notre pays, a voté pour l'arrêt des constructions d'éoliennes.
C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe UDR votera pour cette proposition de loi. Mes chers collègues, deux catégories de doctrines existent. Celles qui travaillent pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et celles qui creusent le déficit de la France au nom d'une idéologie. Eh bien, vous creusez. Merci. Merci, Monsieur Michou. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci. Il y a tant de choses que je pourrais vous dire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, rarement une discussion parlementaire n'aura autant confirmé cet adage romain « Il n'est point de vainqueur sans l'aveu des vaincus ». Et la victoire idéologique de Marine Le Pen est à la hauteur des aveux de tous nos adversaires défaits, ici réunis, après avoir tant brillé par leur absence. Notre première victoire, votre premier aveu, c'est débusquer votre hypocrisie. L'hypocrisie des mouvements de gauche qui manipulent et abusent des justes inquiétudes de notre peuple sur les périls environnementaux. Où étiez-vous, collège de gauche et du centre, pour arrêter les fameux cavaliers de l'apocalypse du réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique, du gaspillage des ressources et de notre dépendance aux importations? Nulle part, et sûrement pas ici. Vous aimez beaucoup parler, collègues de gauche, et surtout vous entendre parler de la fin du monde, et de constater que vous n'avez tellement rien à proposer, à part des incantations, des malédictions et des anathèmes, que vous n'êtes pas mobilisés pour défendre votre propre programme. Il est bien facile de faire des manifs, des colloques, des happenings pour emmerder la vie des Français et les culpabiliser, mais il vous est totalement impossible d'assumer politiquement votre programme dans une loi qui conduirait à la ruine de l'économie française, à la pénurie générale et à des factures multipliées par 4. La gauche, aujourd'hui, va donc voter par idéologie contre le tarif régulé et populaire du gaz, contre le service public d'EDF et surtout contre la sortie des règles libérales de l'énergie européen. Il est vrai que les socialistes sont ceux qui ont créé ces règles libérales. Finalement, vous revenez à la niche. Notre deuxième victoire, c'est débusquer le mensonge. Le mensonge des socialistes et des macronistes qui ont tellement honte de voter le lancement de 14 nouveaux réacteurs après avoir voté ici même la fermeture de 14 réacteurs il y a 10 ans. Le « en même temps » aura décidément signifié dire tout et son contraire, faire tout et défaire n'importe quoi, avec une seule constance. À la fin, les Français paieront. Vous avez déserté cet hémicycle, chers collègues macronistes, car vous savez que vous avez perdu la bataille idéologique et technique sur l'énergie. Vous ne défendez plus que des slogans creux et vains, prétendant en public que la France aurait encore besoin des éoliennes et des panneaux solaires, alors qu'en privé, vous ne savez plus comment notre système électrique pourrait les absorber et que vous redoutez un effondrement du système à l'espagnol. Contre les victoires du Rassemblement national, vous n'avez plus que des torrents de mensonges. Alors que nous demandons dans ce doigt le déploiement massif des vraies énergies renouvelables, comme l'hydroélectricité, la géothermie, l'aérothermie, le biogaz, la biomasse, les biocarburants et l'hydrogène vert, vous agitez tous les lobbies de France, les seuls électeurs qui vous restent, pour faire croire aux Français que nous serions contre le renouvelable. Vos mensonges sont grotesques et vous disqualifieront à terme. Et oui, ça m'arrive de lutter contre les mots. Votre propre loi, chers collègues, contient pourtant une hausse de 200 TWh des énergies renouvelables. Et vous allez donc voter contre votre propre loi au nom du non-développement de ces énergies renouvelables. Uniquement, car vous refusez que l'on remplace les éoliennes et les panneaux solaires par d'autres formes d'énergie moins chères, plus efficaces et surtout capables de fournir des emplois à des industries françaises et non chinoises. Notre troisième victoire, c'est contre la lâcheté. Les LR, encore une fois, vont faire une grande contribution au débat français en s'abstenant. Les LR s'abstiendront. À force de dire tout, le contraire du tout, vous ne dites plus rien du tout. Sur l'énergie, le Rassemblement national, ici encore, a débusqué votre hypocrisie. Cette loi vient du Sénat. Elle a été conçue par des sénateurs LR. Elle a été votée par des sénateurs LR. Et que proposiez-vous dans cette loi? Le programme d'Emmanuel Macron. Plus d'éoliennes, plus de solaire, une facture multipliée par 2 et quelques réacteurs nucléaires pour amuser la galerie. Mais pour le grand public, sur vos circonscriptions, vous prétendez être alignés sur le Rassemblement national. En campagne électorale, vous êtes contre les éoliennes. Mais là, vous allez vous abstenir.
En campagne électorale, vous êtes contre les règles stupides du marché européen de l'électricité, mais là, vous allez les défendre. En campagne électorale, vous êtes contre les règles européennes de l'électricité, mais vous n'avez jamais su, chers collègues LR, les réformer. Bref, plus le temps passe, plus les Républicains apparaissent pour ce qu'ils auraient toujours dû être, une béquille sur laquelle le système ne peut même plus tenir. La seule réalité, c'est ce que propose Marine Le Pen. La seule obsession du Rassemblement national, c'est comment diviser les prix de l'énergie par 2. Chers collègues macronistes, vous avez fui le vrai débat qu'aurait dû se tenir dans cet hémicycle. Comment une industrie, comment des agriculteurs, comment des artisans pourraient tenir avec une énergie dont le prix va être multiplié par 2 avec votre loi? Vous n'avez pas voulu avoir ce débat, vous ne voulez pas tenir ce débat, car vous savez que vous avez tort et que seuls vos mensonges peuvent dissimuler votre incompétence. Il est grand temps que Marine Le Pen arrive à l'Élysée, et là, nous diviserons la facture de l'énergie par 2. Merci, Monsieur Tanguy. La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au-delà du vote d'aujourd'hui, nous avons un défi qui doit nous rassembler. L'avenir énergétique de notre pays. Un défi immense. Un défi qui demande de la lucidité, de la responsabilité et de la cohérence. L'année 2025 marque les 10 ans des accords de Paris. 10 ans d'engagement collectif pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 10 ans à bâtir une trajectoire face au seul défi qui s'impose, la sortie progressive de notre dépendance aux énergies fossiles, qui représente 60% de notre consommation énergétique, si impactante pour notre économie et pour notre climat. La France s'est dotée d'une stratégie énergie-climat qui repose sur 4 piliers complémentaires: sobriété, efficacité énergétique, nucléaire et énergie renouvelable. Notre pays dispose aussi d'un atout considérable, un mix électrique déjà décarboné à 95%, reposant sur le nucléaire pour les 2 tiers et les énergies renouvelables pour près d'1 tiers. Cette proposition de loi d'initiative sénatoriale devait inscrire un cap et une vision pour notre souveraineté énergétique. Pour cela, il nous fallait un texte fort, cohérent et lisible. Mais les débats en commission, puis en séance, les amendements contradictoires adoptés, les logiques dogmatiques et les alliances de circonstances ont vidé cette proposition de sa cohérence. Le comble de l'incohérence revient au Rassemblement national et son allié UDR, seul groupe à avoir voté contre la relance du nucléaire en commission, puis pour en séance. Un double discours opportuniste, révélateur d'une absence totale de cap, si ce n'est peut-être celui de ne pas vouloir sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Or, nous avons besoin d'un cap, d'une trajectoire, d'une vision. C'est à cette condition que les filières, les acteurs, les Français seront pleinement mobilisés pour accompagner la transition énergétique mise en œuvre ces dernières années. Nous leur devons cohérence et constance. Ce texte n'y répond pas, ce texte n'apporte plus aucune vision cohérente, ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux. Le texte sorti de nos débats multiplie les caricatures, les dispositions juridiquement fragiles et des mesures techniquement impossibles, comme le rétablissement des tarifs réglementés du gaz, la transformation d'EDF en EPIC, la réouverture de Fessenheim. Et nous sommes allés encore plus loin dans l'absurde, avec l'adoption d'un amendement du groupe de la droite républicaine, soutenu par le RN et l'UDR, un moratoire sur le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Cette décision interdit toute nouvelle autorisation, instruction ou modernisation de projets dans ces filières. Cette mesure est un non-sens industriel, économique, écologique et stratégique. Soyons clairs, elle va à l'encontre de notre souveraineté nationale. Sur le plan de l'emploi, elle revient à acter un plan de licenciement massif dans notre pays. Des dizaines de milliers d'emplois menacés et une perte irréparable de savoir-faire dans des domaines où la France excelle. Pour les territoires, notamment ruraux, en première ligne et pleinement engagés dans le développement des énergies renouvelables, ce moratoire représente un manque à gagner majeur en investissement et en ressources fiscales. Dans ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 1700 entreprises et 23 000 emplois qui pourraient disparaître. Une région qui accueille l'Institut national de l'énergie solaire.
Ce moratoire met en danger le tissu économique de la région engagé dans la transition. Aussi, je n'imagine pas qu'un seul député de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisse apporter son soutien à ce texte. Sur le plan de la souveraineté, comme sur le plan climatique, ce moratoire est un renoncement. Il nous expose à une géopolitique mondiale incertaine car il accroît notre dépendance aux énergies fossiles. Tout au long de l'examen du texte, notre groupe a tenu une ligne claire, constante et cohérente, avec comme perspective le développement des énergies nucléaires et renouvelables, en additionnant les solutions plutôt qu'en les opposant. Nous avons par exemple soutenu à la fois les dispositions de l'article 3 proposant la relance ambitieuse de notre filière nucléaire et l'amendement du groupe socialiste portant à 200 TWh en 2030 la production d'électricité renouvelable, soit une hausse de 33% par rapport à 2024. Chers collègues, nous ne sommes pas sur une liste au Père Noël, mais sur une stratégie énergétique qui engage notre pays dans les 10 prochaines années. Ce sont nos vies, nos industries, notre économie qui seront directement impactées par les décisions que nous prenons ici. La politique énergétique de la France exige rigueur, constance et ambition. Elle doit s'appuyer sur la science, la réalité industrielle et l'intérêt des générations futures. Ne laissons pas le populisme et la démagogie dicter nos choix énergétiques et environnementaux. Aussi, en responsabilité, en cohérence, en lucidité, le groupe Ensemble pour la République vous appelle à voter contre ce texte. Merci. Merci, Monsieur Fugé. La parole est à Monsieur Maxime Lenné pour le groupe La France Insoumise. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, collègues, nous vivons sans doute l'été le plus frais du reste de notre vie. C'est le climatologue Christophe Cassou qui le dit et qui ajoute que notre inaction face au changement climatique est suicidaire. Valérie Masson-Delmotte l'affirme, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré pour la fin du siècle n'est plus atteignable. Canicule, sécheresse, inondations, incendies. Nous allons connaître une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. Des gens vont perdre leur maison, des gens vont mourir, des gens meurent déjà. Si la France ne saurait résoudre seule un problème mondial, comment croire que les autres pays s'y mettront davantage quand la 6e économie du globe choisit de reculer ? 5 ans après la Convention citoyenne pour le climat jetée aux orties par Emmanuel Macron, nous votons sur un texte qui restera comme une nouvelle gifle de François Bayrou aux jeunes générations. Plus préoccupé de sauver son poste que l'avenir de la planète, le Premier ministre a préféré chercher un nouveau socle avec le Rassemblement national. Refusant de trouver une majorité à gauche pour fixer une programmation énergétique crédible à 2035, ministres et rapporteurs se retrouvent avec une loi tout nucléaire d'extrême droite. Une extrême droite qui aura montré son visage trumpiste, climato-sceptique, défendant bec et ongle le vieux monde, celui qui engraisse les capitalistes et détruit notre écosystème. Effrayée par sa propre disparition, la droite a encore copié son extrême. C'est pourtant Jacques Chirac qui disait en 2002 « La maison brûle et nous regardons ailleurs », mais LR l'a compris comme une consigne. Quant aux députés macronistes, ils restent obnubilés par la perte de leur siège, même si on ne les y voit plus depuis des mois. C'est devenu une stratégie, leur désertion détricote leur propre texte, les obligeant à les rejeter, laissant ainsi tout pouvoir au Sénat. Le soi-disant bloc central n'est qu'une droite honteuse. Cette proposition de loi sur l'énergie sera donc rejetée dans quelques minutes. Alors, que va garder M. Bayrou ? Nos victoires ou vos régressions ? Va-t-il conserver la prise en compte de l'empreinte carbone dans la PPE, le retour d'EDF comme établissement public, le rétablissement des tarifs réglementés du gaz, l'extension des tarifs réglementés de l'électricité à tous les consommateurs et leur calcul sur les coûts du système électrique français ? Voilà des mesures utiles à nos concitoyens. Malheureusement, je crains que notre baroudeur en jet privé ne garde que les aberrations qui nous obligeront à voter contre ce texte. Affaiblissement de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, impératif de sobriété divisé par 2, coup de rabot sur les rénovations performantes. En France aussi, on enterre les accords de Paris.
Sur la sortie des énergies fossiles, l'arnaque est totale puisqu'il est proposé un objectif de 58% d'énergie dite décarbonée, incluant le nucléaire et les renouvelables, mais finalement sans les renouvelables. Celles-ci auront été les grandes victimes de la tornade de mensonges qui a ravagé notre hémicycle. Nous avons bien obtenu 200 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais sans photovoltaïque et sans éolien, le Rassemblement national pourra-t-il nous dire combien de vallées il compte noyer pour faire ces nouveaux barrages? Ça nous intéresse. D'ici 2035, il n'y aura aucune nouvelle installation nucléaire, sans nouvelles éoliennes à terre et en mer, sans nouveaux panneaux solaires. Nous allons donc tout simplement manquer d'électricité. Nous devrons l'importer massivement, ce qui fera exploser les factures. Donc il n'y aura ni électrification des usages, ni décarbonation de l'industrie qui devra même délocaliser. Le pouvoir sera alors tenté de prolonger nos vieilles centrales très au-delà de leur durée de vie initiale, augmentant le risque d'accident. Ce moratoire stupide sur les renouvelables est aussi un gigantesque plan social à 80 000 emplois. Le secteur solaire, qui avait mis 10 ans à se remettre du précédent coup d'arrêt, est méprisé. L'éolien terrestre est insulté, l'éolien en mer, filière d'excellence, est sacrifié. Envolé, le plug baby plug. Mais Emmanuel Macron va pouvoir continuer de trinquer en russe, car bien loin de la souveraineté, l'obsession nucléariste nous place de plus en plus dans les mains de Poutine pour notre approvisionnement en uranium. Alors que nous ne savons toujours rien des délais, rien des coûts, ni même rien des modèles de réacteurs qui seraient construits et payés dès l'an prochain par nos factures d'électricité, alors que les piscines de La Hague débordent et qu'il n'existe aucune solution pour nos déchets les plus dangereux, alors qu'EDF est déjà contrainte de baisser sa production pour cause de fleuves trop chauds, ce texte parie sur un mix électrique encore plus nucléarisé que le plus nucléarisé des scénarios sur la table. Vous méprisez les experts autant que le réel, dans lequel la guerre a fait son retour morbide et fracassant et pour laquelle les sites nucléaires civils constituent évidemment des cibles de choix. Alors, continuez à vous raconter des histoires à dormir debout, mais n'allez pas croire que les générations futures vont tolérer qu'on leur pourrisse l'avenir. Vos petits-enfants vous détesteront et vous ne l'aurez pas volé. Merci, Monsieur Lenné. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Karim Benbrahim. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comment réussir la décarbonation de nos activités? Comment garantir à nos concitoyens et à nos entreprises une énergie à un prix compétitif? Comment renforcer notre souveraineté énergétique et industrielle? Voilà 3 questions auxquelles cette proposition de loi aurait dû permettre d'apporter des réponses. Mais après une semaine de débat, force est de constater qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux que je viens de poser. Durant l'examen de cette proposition de loi, le groupe socialiste et apparenté a porté une voix exigeante, équilibrée, loin des dogmatismes et fondée sur la science. La voie que nous vous avons proposée, elle nous aurait permis de renforcer notre indépendance et notre capacité d'action diplomatique. Nous avons ainsi défendu l'idée de réduire nos importations énergétiques depuis des pays qui menacent nos intérêts fondamentaux. Mais, députés du socle commun, vous avez préféré mêler vos voix à celles de l'extrême droite pour vous y opposer. Nous avons également porté la nécessité d'un engagement clair en faveur de la sobriété, de l'efficacité énergétique, d'un investissement massif dans les énergies renouvelables, une énergie décarbonée, créatrice d'emplois, compétitive, capable de renforcer notre souveraineté si nous soutenons les filières industrielles françaises et européennes, une énergie déployable plus rapidement que le nucléaire. Nous le savons, nous ne pouvons plus attendre Nous le savons, nous ne pouvons plus prendre de retard dans la lutte contre le dérèglement climatique. Mais là encore, vous avez tourné le dos à ces perspectives, refusant même de confirmer dans la loi l'engagement que nous avons pris au niveau européen. Et alors même que les scientifiques nous alertent, la trajectoire d'un réchauffement limité à 1,5 degré Celsius est désormais hors de portée. Nous savons que le chemin à parcourir est semé de défis techniques, économiques et sociétaux. L'objectif d'un mix énergétique renouvelable et décarboné doit être réaffirmé. Mais la préparation de la décennie 2040 nécessitera encore une part réduite de nucléaire. Nous ne pourrons pas sortir à court ou à moyen terme à la fois des énergies fossiles et du nucléaire. Nous avons donc proposé d'investir pour prolonger la durée d'exploitation du nucléaire historique sous le contrôle de l'autorité de sûreté
Et nous avons proposé de réaliser d'ici 2050 la construction de 8 nouveaux réacteurs. Mais vous avez préféré, collègues de la droite macroniste, aller dans l'excès, sans garantie claire sur l'impact de votre stratégie sur les prix de l'électricité et sans garantie sur la capacité financière et industrielle d'EDF à mener à bien le programme que vous proposez. Monsieur le rapporteur, vous êtes laissé emporter au sein d'une coalition trumpiste allant du groupe Horizon au Rassemblement national. Cette coalition, elle a déroulé un agenda simple, supprimer toute référence aux énergies renouvelables et faire du nucléaire le seul vecteur de notre stratégie énergétique. Nous vous avions pourtant fait part de propositions de compromis, tant sur le nucléaire que sur les énergies renouvelables. Nous vous avons proposé une clause de revoyure dans 5 ans pour prendre de nouvelles décisions sous l'éclairage du retour d'expérience des premiers investissements. Mais vous avez refusé toutes nos propositions, confiant sur l'idée de pouvoir bâtir une majorité de circonstances allant du centre droit à l'extrême droite. Mais finalement, vous êtes laissé guider dans une impasse, celle du moratoire proposé par le groupe de la droite républicaine, rendant impossible le seul objectif de développement des énergies renouvelables inscrit dans ce texte grâce à ma collègue socialiste Marie-Noëlle Battistel. Ce moratoire priverait la France de nouveaux moyens de production d'électricité. Une folie au regard de la crise énergétique que nous avons traversée ces dernières années. Une folie au regard des efforts d'électrification que nous devons réaliser. Ce texte n'a désormais ni queue ni tête. Il dit à la fois noir et blanc. Il crée une insécurité juridique majeure au moment même où nous avons besoin de clarté et de visibilité pour soutenir nos filières industrielles. Ce texte est devenu dangereux, dangereux pour l'environnement, dangereux pour les 120 000 emplois créés dans les énergies solaires et éoliennes, dangereux pour le pouvoir d'achat de nos concitoyennes et de nos concitoyens, dangereux pour notre souveraineté. De populiste, cette proposition de loi est devenue absurde. Absurde avec l'objectif de redémarrer les tranches de Fessenheim, alors même que des opérations irréversibles de démantèlement ont déjà été réalisées. Ce n'est plus une politique énergétique, c'est une opération de communication populiste. Nous avions besoin d'un texte ambitieux, écologique et sérieux. Nous avions besoin d'une stratégie claire pour répondre aux défis qui nous sont posés. Ce texte est une occasion ratée. Les députés socialistes et apparentés voteront donc résolument contre. Je vous remercie, Monsieur Ben Brahim. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Monsieur Jérôme Nury. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Au terme de débats pour le moins animés la semaine dernière, nous arrivons au vote de cette proposition de loi qui, quoi qu'il en soit, continuera son cheminement dans la navette parlementaire afin d'être complétée, modifiée et enrichie. C'est l'occasion pour moi de redire mon étonnement, voire ma stupéfaction, devant le manichéisme dont certains font preuve quand il s'agit d'énergie. Je sais bien que le système médiatico-politique ne pousse pas vraiment à la nuance et qu'il est toujours plus simple et plus profitable en termes de communication de caricaturer plutôt que d'argumenter sur le fond. Mais les propos tenus par certains donneurs de leçons dans cet hémicycle et tout le week-end, par ceux-là même qui depuis 2 ans procrastinent et remettent à plus tard une loi de programmation de l'énergie censée être adoptée depuis 2023, me sidèrent. Ceux-là même qui ont méticuleusement démonté une filière nucléaire d'excellence que nous avions depuis des décennies. Ceux-là même qui envisagent ouvertement de contourner le Parlement avant la fin de l'examen de cette PPL. Ceux-là même qui expliquent que le en même temps énergétique est salutaire, sans étude d'impact et sans aucune sérieuse objective et à jour. Mais cherchons des éléments positifs pour aller de l'avant. Nous sommes tous ici persuadés qu'il faut décarboner notre énergie et progressivement sortir des énergies fossiles. Mais nous, sur les bancs de la droite républicaine, nous pensons que la priorité doit être donnée à l'accélération de la décarbonation des usages, dans la mobilité, dans l'industrie, dans l'habitat. D'autant plus que notre électricité est l'une des plus décarbonées au monde grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables qui assurent une énergie propre à près de 97%. Il faut donc réintroduire du bon sens dans notre approche de l'énergie.
Le bon sens, c'est d'abord relancer un programme d'investissement massif dans l'énergie nucléaire en ayant une vision claire sur le long terme, permettant ainsi d'augmenter notre parc de 27 gigawatts supplémentaires. Je me réjouis que cette mesure, supprimée en commission de manière totalement irresponsable, par un vote commun entre la gauche et le RN, ait pu être réintroduite. Le bon sens, c'est aussi se préoccuper de la souveraineté de notre électricité et de sa robustesse, tout en veillant au montant de la facture d'électricité des Français et des entreprises. C'est tout le sens de la mesure suspendant les autorisations d'implantation des énergies renouvelables intermittentes en attendant les rendus d'une étude précise et objective. Étude permettant de calibrer au plus juste nos besoins, tout en préservant certains projets locaux raisonnables, notamment ceux portés par les agriculteurs ou ceux en autoconsommation. Étude permettant de vérifier techniquement les conséquences des stop and go de plus en plus fréquents des centrales nucléaires au fur et à mesure que les énergies renouvelables soient introduites dans le réseau et de vérifier que les risques de blackout, comme en Espagne, soient écartés. Étude permettant enfin de calculer les coûts réels pour les Français du développement de ces énergies sur leur facture d'électricité. Car il faut tenir compte des projets déjà autorisés et des appels d'offres en cours non concernés par cette suspension temporaire qui vont déjà faire quasiment doubler les énergies renouvelables en termes de puissance installée, passant de 50 à 95 gigawatts. Et j'ajouterai enfin que nous devons être vigilants et mobilisés pour ne pas déstabiliser les filières du renouvelable, tout en veillant aussi à ne pas alourdir la facture d'électricité des Français, qui a déjà doublé depuis 10 ans et qui risque de doubler encore si nous surproduisons avec ces énergies renouvelables intermittentes. Il est essentiel d'être informé et éclairé en toute transparence avant de relancer des appels d'offres supplémentaires sur ces énergies. Aucun bing-bang, donc, malgré vos cris d'orfraie. Simplement du bon sens quand le contexte évolue et que notre consommation électrique que l'on pensait en hausse reste au niveau de notre consommation des années 2000. Notre approche est donc responsable. Elle ne cède rien aux démagogues qui voudraient fragiliser EDF en changeant son statut ou encore à ceux qui ont introduit la sortie risquée de la France du marché européen de l'énergie. Ces ajouts dénaturent totalement ce texte qui ne peut être voté en l'état. Et ce n'est pas en clivant, en jetant des anathèmes et en caricaturant que nous mettrons la France sur les bons rails. Et ce n'est pas non plus en hurlant et en sanglotant dans l'hémicycle en mode tirade tiktokienne, déstructurée et pathétique, que nous ferons avancer le sujet des énergies si crucial pour l'avenir de notre pays et de la planète. Une société de décadence, c'est une société qui substitue les moyens aux fins, a dit Bernanos. J'ai parfois eu le sentiment que nos débats nous entraînaient dans cette décadence, tant les moyens d'atteindre les objectifs deviennent une fin en soi. Désormais, il revient aux parlementaires de se hisser à la hauteur des enjeux et en responsabilité, notre groupe se prononcera à l'issue de la navette parlementaire afin de doter notre pays d'une loi de programmation de l'énergie ambitieuse, respectueuse du pouvoir d'achat de nos concitoyens et résolument tournée vers une France souveraine et bas carbone. Merci, Monsieur Nury. Pour le groupe écologiste et social, la parole est à Madame Julie Lernous. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons franchi la semaine dernière une frontière que nous redoutions. Les scientifiques annoncent que le seuil de 1,5 degré Celsius de réchauffement global va être dépassé. Non plus un risque, un signal d'alerte définitif. Nous avons franchi les dernières balises qui nous laissaient espérer pouvoir tenir les engagements des accords de Paris. Notre pays traverse une canicule exceptionnelle, des fêtes d'école annulées, des activités devenues impraticables. Le dérèglement n'est plus une abstraction, il est là, il frappe à nos portes. Comment en sommes-nous arrivés là? Avoir à se prononcer sur une loi de capitulation climatique, d'abdication énergétique. Car il faut appeler les choses par leur nom. Cette proposition de loi Grémillet, déjà déséquilibrée en sortie de Sénat, calibrée pour le tout nucléaire, a été ici transformée en véritable manifeste climato-sceptique. Relance de la centrale de Fessenheim, irréaliste et irréalisable. Suppression des objectifs de rénovation thermique alors que des millions de nos concitoyens vivent dans des logements froids l'hiver, brûlants l'été, ruineux toute l'année.
Et surtout un moratoire sur l'éolien, sur le solaire, les seules filières capables de produire de l'électricité sans carbone, à bas coût, et nous permettant d'infléchir la courbe de nos consommations fossiles rapidement. Car rappelons-le, tous les scénarios du GIEC supposent une baisse massive des énergies fossiles. Certains incluent le nucléaire, d'autres non. Mais aucun ne permet d'atteindre nos objectifs climatiques sans développer massivement les renouvelables. Aucun. Stopper les renouvelables, c'est relancer les fossiles, précipiter le chaos climatique, faire flamber les factures et menacer directement 80 000 emplois en France. Ce moratoire est une folie portée par une alliance entre une droite radicalisée, soumise à ses notables anti-éoliens, partie prenante de votre gouvernement, et une extrême droite climato-sceptique qui nie le dérèglement climatique et rêve d'un retour à l'âge fossile. Le programme du RN est limpide, dépendance au gaz, au pétrole, à leurs alliés autoritaires. Pas de place pour les renouvelables, juste pour des factures qui flambent et un climat hors de contrôle. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la France, qui portait l'accord de Paris en 2015, est-elle devenue cette nation à contretemps de l'histoire? Je pense à ce syndicaliste General Electric que j'ai croisé sur le marché à Saint-Sébastien-sur-Loire en juin dernier. Il me disait sa crainte de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Si ça arrive, c'est la fin des renouvelables. Mais il ne pensait pas que sans être majoritaire, leur programme serait appliqué, que ceux censés leur faire barrage allaient leur dérouler le tapis rouge. Il ne pensait pas non plus devoir changer de métier moins d'un an plus tard. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que depuis 3 ans, les différents gouvernements et parlementaires macronistes ont fait une croix sur l'écologie et le climat. N'est-ce pas vous, monsieur Attal, qui avez supprimé le ministère de la Transition énergétique? Alors aujourd'hui, vous annoncez voter contre ce texte. Grand bien vous fasse. Mais sachez que ce vote ne vous absoudra pas. Depuis 3 ans, vous avez gommé tout ce qui s'apparente de près ou de loin au climat et à l'écologie. Vous avez renoncé à présenter un projet de loi avec des objectifs clairs pour les filières en matière d'énergie renouvelable. Et à force de reculer, d'avoir les énergies renouvelables honteuses, vous avez cassé des filières entières dans l'indifférence politicienne qui vous habite. Où étiez-vous hier pendant que l'extrême droite écrivait la loi? Vous étiez absent, complice. Monsieur Attal, vous n'avez participé à aucun des scrutins publics lors des débats la semaine dernière. Vous avez laissé la gauche et les écologistes seuls au front à porter la vérité scientifique et les exigences de la transition écologique. Seul à repousser les délires les plus fous de l'extrême droite, à faire le sale boulot afin de ne pas froisser vos partenaires de la droite républicaine. Et aujourd'hui, vous faites mine de vous offusquer face à l'ampleur du désastre, mais c'est vous qui l'avez laissé sciemment prospérer. Et même si vous votez contre ce texte aujourd'hui, le mal est fait, le message envoyé est désastreux aux filières industrielles, aux collectivités, aux ONG, à toutes celles et ceux qui s'échinent à tenir les objectifs climatiques quand l'État déserte. Le climat, l'avenir énergétique de notre pays, notre souveraineté, les factures des Français méritent mieux que votre jeu politique. Il est temps d'arrêter de jouer. Nous sommes en train de perdre un temps que nous n'avons plus. Chaque minute qui passe est une minute volée au climat, volée aux Français. Alors maintenant, réveillez-vous. Reprenez vos responsabilités, redevenez dignes de vos mandats et choisissez enfin le camp du climat. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Lernoux. Je fais maintenant annoncer le scrutin, s'il vous plaît. Et je donne la parole à Monsieur Philippe Bollot pour le groupe Les Démocrates. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors que nous avons été nombreux à réclamer avec force un débat sur les orientations énergétiques de la France, le résultat de nos débats sur cette proposition de loi sénatoriale n'est pas à la hauteur ni des enjeux, ni des attentes, ni de l'urgence. La loi énergie-climat de 2019 nous donnait un rendez-vous majeur ici au Parlement, celui d'une loi quinquennale sur les objectifs et les orientations de la stratégie énergétique de notre pays. Mais à la place, nous avons obtenu un projet de décret alors que nous attendions que le Parlement puisse se saisir pleinement de ce sujet stratégique. Finalement, le débat, nous avons fini par l'obtenir avec cette PPL sénatoriale. Mais c'est aujourd'hui une déception immense. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines, ici au sein de cette Assemblée, c'est un concours Lépine
du non-sens énergétique, un théâtre d'annonces, un empilement de contradictions. Je le regrette, comme beaucoup d'autres, sur un certain nombre de ces bancs. Le texte transforme EDF en EPIC, comme si les urgences de l'électricien national n'étaient pas ailleurs, plus industrielles que statutaires. Le texte nous fait sortir du marché européen de l'énergie, sans étude d'impact, sans évaluation, sans en mesurer les conséquences économiques pour EDF, pour le financement de la relance du nucléaire et pour notre sécurité d'approvisionnement, pour les prix payés par les consommateurs. Le texte rêve de rouvrir Fessenheim, alors que son démantèlement est désormais inéluctable et irréversible. Le texte promet des tarifs régulés du gaz et de l'électricité et des travaux de rénovation pour tous sans aucun chiffrage, alors que nous sommes dans une situation budgétaire très contrainte dont nous connaissons tous les enjeux. Et pour couronner le tout, le texte introduit un moratoire sur le solaire et le photovoltaïque. Et oui, un moratoire, alors qu'un article affiche un objectif de 200 TWh d'énergie renouvelable, un autre nous prive de l'éolien et du photovoltaïque. Chers collègues, comment envisagez-vous d'expliquer une telle contradiction, une telle fabrique de l'impuissance collective sur vos territoires? Comment envisagez-vous d'expliquer cela aux entreprises françaises des secteurs concernés? Alors près de 100 000 salariés. Comment allez-vous l'expliquer aux élus locaux de tous bords qui comptent sur les retombées fiscales de ces installations? Ce texte se contredit, il se tire une balle dans le pied, il saborde un savoir-faire français et surtout, il passe à côté de l'essentiel en opposant les moyens de production entre eux, alors que le vrai match est celui des énergies décarbonées contre les énergies carbonées. C'est ce match-là que nous devons mener et gagner, parce que c'est le combat du siècle, celui contre le réchauffement climatique. Mes chers collègues, ce texte est aux antipodes de ce que doit être la stratégie énergétique de la France. Il n'accompagne pas la décarbonation de notre mix énergétique. Il freine, voire supprime notre capacité d'électrification. Il fragilise gravement notre souveraineté énergétique et donc notre résilience face aux bouleversements géopolitiques que le monde traverse. Il compromet la maîtrise des coûts de production de l'électricité et donc celle de son prix. Il oublie donc la protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Il est aussi bien loin des promesses fallacieuses de certains. Ce texte est une impasse pour la France et l'ambition qu'elle doit porter en matière énergétique. Le gouvernement a voulu ce débat en l'inscrivant à notre agenda. Le débat ainsi ouvert doit désormais aller jusqu'à son terme. Si le gouvernement veut sortir de ce chemin, il doit le dire et en assumer les conséquences. Pour le groupe Les Démocrates, il n'est pas question que le décret sur la PPE 3 soit pris avant que la fin du processus parlementaire n'intervienne. Et ce processus doit se poursuivre avec une nouvelle navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et elle permettra, j'en suis certain, de corriger les erreurs graves pour notre pays, nos concitoyens et nos territoires. Aller jusqu'au bout de ce chemin législatif est une question de cohérence et de respect de la démocratie. Vous l'avez compris, les députés du groupe Les Démocrates ne voteront pas ce texte. Il ne s'agit plus d'une loi de programmation, il s'agit d'une loi de déprogrammation. Ce texte n'est pas plus un cap, il est devenu une impasse. L'avenir énergétique de la France mérite mieux, avec une stratégie claire, ambitieuse, lisible et assumée, une stratégie qui réconcilie la décarbonation avec la souveraineté et la compétitivité, une stratégie au service des Français, pas au service des postures. Voter ce texte, ce serait faire preuve d'irresponsabilité. Ce serait reconnaître qu'à la fin, c'est la démagogie qui gagne. Ce serait reconnaître qu'à la fin, ce sont les Français qui en payeront les conséquences. Ce serait reconnaître qu'à la fin, c'est la France qui perd. Nous nous y refusons. Les démocrates veulent une France qui gagne. Merci, Monsieur Bollot. Pour le groupe Horizon et Indépendants, la parole est à Monsieur Henri Alfandari. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au nom du groupe Horizon et Indépendants, je souhaite ici rappeler que notre pays a plus que jamais besoin d'une stratégie énergétique stable, ambitieuse et résolument tournée vers le long terme. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui aurait dû être l'occasion de bâtir un cap, de sortir enfin des revirements permanents au gré des mandats politiques et d'assumer des choix clairs pour le pays. Depuis des mois, nous alertons que la publication du décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie repose sur une base juridique incertaine. La loi, exigée par l'article L100-1A du Code de l'énergie et attendue avant le 1er juillet 2023, n'a toujours pas été adoptée, alors même que le décret est annoncé pour l'été. Cette situation crée tant une insécurité juridique qu'une insécurité sur le cap à tenir. Cette PPE mise sur un scénario décroissant et repose sur des travaux rendus obsolètes par les différentes crises internationales.
Elle expose notre stratégie nationale à des contentieux, affaiblit la crédibilité de l'État et inquiète légitimement les acteurs du secteur. Une inquiétude tant sur la forme que sur le fond. C'est précisément pour apporter une réponse responsable que j'ai porté l'idée, avec mes collègues Horizon, dès le mois de mars, d'instaurer une programmation énergétique à 60 ans. Une programmation soumise à une présentation régulière des travaux devant le Parlement, dans le respect de nos institutions et de notre démocratie. Ce cap énergétique, avec le groupe Horizon Indépendant, nous l'avons présenté à nouveau lors de l'examen de ce texte. Loin des manœuvres politiciennes, ce travail est une démarche de fond qui affirme que l'énergie n'est pas un sujet technique parmi d'autres, mais le garant de notre développement, de notre compétitivité et surtout de notre sécurité nationale. Car oui, dans le contexte géopolitique actuel, une nation qui ne maîtrise pas son énergie est une nation vulnérable. Vulnérable aux chocs extérieurs, vulnérable aux tensions d'approvisionnement, vulnérable face aux ambitions de puissance moins scrupuleuses, vulnérable au prix de marché des énergies fossiles, vulnérable à la perte de crédibilité de sa propre parole quant à ses objectifs climatiques. Une nation qui maîtrise son énergie, c'est une nation qui assume son destin. C'est une volonté claire, pas une série d'ajustements administratifs. C'est garantir à toutes nos entreprises la stabilité nécessaire pour investir, innover, produire. C'est envoyer au monde un signal de puissance, pas une démonstration d'hésitation. Nous ne pouvons pas défendre une stratégie de puissance si nous ne sommes même pas capables de planifier notre énergie. Pour cela, le texte qui nous est présenté aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Il a été amendé dans la confusion et détourné de sa vocation initiale. Le résultat est un texte déséquilibré, incohérent et, disons-le franchement, dangereux pour notre avenir énergétique. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas construire notre avenir énergétique dans la précipitation politique. Nous attendons aujourd'hui du gouvernement qui s'attelle à une véritable réflexion de fond, qui programme sa stratégie à l'horizon de la durée de vie des centrales nucléaires, qui assure l'équilibre de notre système électrique, qui cesse d'opposer les énergies renouvelables et décarbonées entre elles, qui assume la neutralité technologique, qui encourage simplement les territoires à aller vers l'autoconsommation et la production d'énergie locale, et ce, dans le respect du travail des élus locaux à travers les zones d'accélération d'énergie renouvelable, qui assume pleinement le discours de Belfort et qui s'assure de tout mettre en œuvre pour développer des usines de traitement de déchets nucléaires, de lancer les réacteurs de 4e génération et d'en préparer les combustibles. Le texte discuté fait tout l'inverse et contient des dispositions que nous jugeons inacceptables. Le moratoire sur les énergies renouvelables ravive de manière contre-productive l'antagonisme entre renouvelables et nucléaire. Cette caricature a conduit à exclure le solaire et l'éolien des énergies décarbonées, ce qui est un non-sens scientifique. La transition énergétique doit être juste pour les Français, qui ne doivent pas avoir leur pouvoir d'achat laminé par des décisions mal calibrées, attractive pour l'investissement industriel, qui a besoin d'une visibilité des prix sur le long terme pour investir et innover, lisible pour les collectivités qui doivent garder la main de la planification territoriale. Pour toutes ces raisons, le groupe Horizon votera contre cette proposition de loi dans sa version actuelle, non par posture, mais par exigence, exigence scientifique, exigence économique et exigence de crédibilité face aux enjeux de notre avenir. Nous espérons que ce texte, une fois transmis au Sénat, pourrait y être retravaillé avec le sérieux et la méthode pour donner un cap clair et un avenir solide à notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alfandari. Je vous demande de faire un peu moins de bruit, mes chers collègues, pour écouter notre dernier orateur, Monsieur Joël Bruno, pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Je sais, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, que vous attendez mon intervention avec une grande impatience. Bon, plus sérieusement, sur un sujet aussi majeur que celui de l'énergie, élément constitutif de notre niveau de vie, de notre souveraineté et premier levier de transition écologique, nous aurions pu avoir une occasion de démontrer que la représentation nationale, dans sa diversité, pouvait s'accorder sur une stratégie sérieuse. Et ceci d'autant plus que depuis juillet 2023, le Parlement réclame à juste titre au gouvernement d'être saisi d'une loi de programmation énergétique. Or, en définitive, le texte tel qu'il nous est soumis résume à lui seul les dysfonctionnements de notre Assemblée. D'abord, examiner un texte qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact et qui n'a été précédé d'aucune audition, permettant peut-être de mieux comprendre les enjeux techniques et scientifiques à prendre en compte. Comment s'étonner dès lors que nos débats étaient bien souvent davantage basés sur des présupposés idéologiques que sur des faits avérés et validés par la science? Enfin, sans cibler quiconque, comment ne pas s'étonner
que nous attachions dans cette enceinte plus d'importance à la longueur des prises de parole qu'à la règle qui prévaut dans toute assemblée délibérante. Je veux parler bien sûr de la loi du nombre. Ceci étant dit, les députés Lyotte voteront contre ce texte en l'état. Tout d'abord parce que la proposition de loi nous place désormais en position de rupture avec l'Union européenne. Elle acte en effet le principe d'une sortie des règles de fixation du prix du marché européen de l'énergie, oubliant par là même que les interconnexions, la solidarité et les règles qui régulent le marché nous garantissent une sécurité d'approvisionnement et une certaine stabilité des prix. De la même manière, elle instaure le rétablissement des tarifs réglementés de vente du gaz et transforme EDF en établissement public à caractère industriel et commercial. Ce sont deux propositions qui posent de sérieux problèmes de compatibilité avec le droit de la concurrence européen. Alors bien sûr, le marché européen de l'énergie n'est pas un aveuglement et il est largement perfectible. Mais contrairement à certains sur ces bancs, je crois que c'est plutôt en participant aux institutions européennes que nous pourrons les faire évoluer favorablement. Ensuite, deuxième point, si nous sommes résolument favorables à la relance du nucléaire qui a trop longtemps souffert d'atermoiements ou d'accords politiques faisant fi des intérêts du pays, une approche réaliste s'impose. Construire 6 nouveaux réacteurs, puis 8 ensuite, demande déjà un effort considérable à une filière qui a trop longtemps été mise à l'arrêt. Et ce qui est irréaliste et d'ailleurs irréalisable en revanche, c'est bien sûr la réouverture de Fessenheim 3 ans après sa fermeture. Et troisième point, j'en viens enfin au sujet le plus clivant, celui de la mise en place d'un moratoire sur le déploiement des énergies renouvelables. Alors derrière cette mesure, il y a une analyse que je partage pour autant, celui d'une nécessaire prudence dans le déploiement des énergies renouvelables. Non pas par principe, mais encore une fois par réalisme. À ce stade, l'électrification des usages nécessaires à la lutte contre le dérèglement climatique ne suit malheureusement pas la trajectoire escomptée. Avec les scénarios actuels, nous courons le risque réel de décorréler les courbes de consommation et celles de production. Cela ne serait pas sans conséquence pour nos finances publiques, ni pour nos factures d'électricité qui, rappelons-le, garantissent un prix de rachat aux producteurs d'électricité solaire et éolienne. Il importe donc d'atteindre la juste quantité d'électricité à produire. Parce que toute hausse de production électrique renouvelable doit remplacer la consommation d'énergie fossile et non obliger, comme c'est le cas aujourd'hui, à réduire la production d'un parc nucléaire actuel, donc amorti, qui est appelé à servir souvent d'ajustement. Alors pour autant, nous considérons qu'un moratoire serait une solution trop rigide. Elle ferait courir le risque de mettre en échec certains projets nécessaires dans nos territoires et mettre à mal une filière industrielle. En bref, ce n'est sans doute pas la bonne solution. Au final, mes chers collègues, soyons lucides. Le texte ne pourra pas servir d'indicateur au gouvernement pour finaliser le décret fixant la nouvelle feuille de route énergétique de la France pour la période 2025-2035 et nous lui avons en définitive donné la meilleure des justifications possibles pour faire abstraction des débats à l'Assemblée et actant ainsi notre défaite collective. Merci de votre attention. Merci Monsieur Bruno. Nous en avons fini avec les explications de vote. Je vous laisse regagner votre place, Monsieur Bruno. Je mets donc aux voix la proposition de loi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 566, exprimé 519, majorité 260, pour 142, contre 377. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Voilà pour ce vote négatif. L'Assemblée nationale a donc rejeté la proposition de loi qui fixe la programmation énergétique de la France. Le texte a été transformé avec l'ajout de dispositions comme la réouverture de la centrale de Fessenheim et un moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque, inadmissible pour les députés du camp présidentiel et leurs alliés. Je serai bref. Le gouvernement prend acte du rejet de ce texte par l'Assemblée nationale. Je pense que ce rejet était nécessaire, tant le texte, dans sa version initiale, a vu ses dispositions dégradées par un certain nombre de mesures industriellement absurdes. Je pense au rétablissement de Fessenheim, économiquement dévastatrices pour nos territoires. C'est évidemment le moratoire qui a été voté sur les énergies renouvelables. À présent, le texte va poursuivre son cheminement législatif. Le cap du gouvernement reste toujours de décarboner notre économie, de sortir de la dépendance aux énergies fossiles
et de le faire en électrifiant les usages et en s'appuyant sur un mix énergétique équilibré entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Je vous remercie. Voilà pour cette séance. L'Assemblée nationale a donc rejeté la proposition de loi Grémillet. Alors que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, le texte va poursuivre son chemin législatif. On va repartir de la version qui a été adoptée par les sénateurs. Ce sera une autre affaire à suivre, bien évidemment, sur les chaînes parlementaires. À bientôt. Ciao, ciao.